Salut, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es ici parce que tu as envie que je te raconte les 2-3 petites histoires que j'ai vécues pendant mon service militaire en Suisse. Avant que ça commence, si tu permets, je prends 30 petites secondes pour faire 2-3 petites annonces. La toute première, c'est qu'il va rien se passer au niveau de l'écran. Donc je t'invite à optimiser ton temps, à ranger ton appartement, faire quelque chose d'autre pendant que tu m'écoutes parler. D'ailleurs, j'ai une version podcast de ce que je suis en train de raconter maintenant qui est disponible sur Spotify et le lien se trouve dans la description. Deuxième chose, je porte actuellement un pull de la marque Kalos, marque que j'ai cofondée avec un ami dont je suis super content. Et pour les amateurs de street workout ou non, vous avez un lien vers le site dans la description. Et dernière chose, on va bientôt commencer, ça va bientôt commencer, c'est que j'ai l'immense fierté de t'annoncer que je suis passé 222e au niveau du ranking des youtubeurs suisses avec le plus d'abonnés. Alors ça me fait plaisir, hein, et j'ai envie de continuer à grimper les échelons de cette petite hiérarchie nationale. Et si tu veux m'aider en me donnant un peu plus de visibilité, je t'invite à me lâcher un petit like en début de vidéo, oui je sais, à condition que tu connaisses mon contenu et que tu saches que c'est quelque chose qui d'habitude te plaît. Dans le cas contraire, si tu me connais pas, attends un petit peu avant de me donner ta voix. C'est parti, on commence. Bon, alors comme tu le sais peut-être ou pas, en Suisse, on a un service militaire qui est obligatoire. Ce qui se passe, c'est qu'environ, quand tu as 18 ans, tu es appelé pour une journée d'information. Dans la journée d'information, on t'explique en gros qu'est-ce que c'est l'armée. Suite à cette journée d'information, tu te fais convoquer pour un recrutement au cours duquel on va te faire passer des tests physiques et psychologiques, à l'issue desquels on va déterminer si tu es apte ou non au service militaire. Si tu es inapte au service militaire à cause de problèmes psychiques ou simplement parce que physiquement t'es blessé ou tu as des problèmes physiques qui t'empêcheraient de le faire, tu vas payer une taxe jusqu'à tes 34-35 ans si je me trompe pas. Si tu es apte au service militaire, tu vas devoir le faire, à moins que tu aies une objection de conscience. Si tu as un problème de conscience, quelque chose qui, ta conscience te dit que tu dois pas faire l'armée, en gros tu peux faire un service civil. Par contre le service civil est plus long que le service militaire. 1,5 fois plus long. Donc au lieu des 300 jours d'armée, tu vas faire 450 jours de service civil. En ce qui me concernait, j'étais pas forcément chaud à l'idée de mettre tous mes intérêts personnels de côté pour aller servir mon pays. Du coup, le calcul il s'est fait assez rapidement. Je me suis dit, payer une taxe, ça me chauffe pas tellement. Service militaire 300 jours, service civil 450. Bon, allez, je vais aller faire joujou avec des armes, on verra bien comment ça se passe. J'étais pas spécialement motivé, un peu blasé, mais bon, j'y suis allé. Donc un jour, j'ai reçu une convocation, je suis monté dans un train et je me suis rendu à la caserne de Chamblon en Suisse romande. Alors la Suisse romande, c'est la Suisse dans laquelle on parle francophone. À côté de ça, t'as la Suisse alémanique, la Suisse dans laquelle on parle le suisse allemand, et le Tessin, c'est la Suisse dans laquelle on parle, la région de la Suisse dans laquelle on parle italien. Tu as une quatrième langue nationale en Suisse qui n'est pas une langue officielle parce que tu as tellement peu de monde qui la parle, que les communications qui sont faites par l'État sur le site qui est admin.ch sont seulement faites en français, en italien, en allemand, pas en romanche. Donc le romanche, c'est une langue nationale dans le sens où c'est une langue qui fait partie du patrimoine culturel suisse, mais c'est pas une langue officielle. Voilà. Donc nous on était en Suisse romande, donc j'arrive devant le portail de la caserne de Chamblon, autour de moi, 150-200 types, tous comme moi, un peu perdus, en train de se regarder entre eux, en train de se dire, ouais, c'est avec eux que je vais passer les 5-6 prochains mois. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Bien évidemment, t'en as qui sont un peu plus motivés que d'autres, t'en as qui sont carrément saoulés d'être là, tu vois des visages suicidaires. Enfin bref, au bout d'un moment, on vient nous chercher, on nous fait rentrer à l'intérieur de la caserne. La caserne de Chamblon, c'est un grand espace vert avec des chemins qui te permettent de passer qui te permettent de traverser ces espaces d'herbe. Et d'ailleurs, il faut emprunter les chemins, surtout pas marcher dans l'herbe. Plusieurs bâtiments, un réfectoire, un bâtiment, les dortoirs, le bâtiment où tu vas dormir, le poste de commandement qui se situe au rez-de-chaussée, juste en dessous des dortoirs, une salle de théorie, un arsenal, un poste de garde, une salle où tu as les véhicules qui sont rangés, enfin bref. C'est en gros ça une caserne, et c'est délimité tout ça par des barrières avec différentes entrées dans lesquelles tu as à chaque fois des gardiens qui sont là pour empêcher les civils de rentrer. Voilà, donc nous on se fait directement diriger en salle de théorie, et dans la salle de théorie on nous explique comment vont se dérouler les 5 prochains mois et une semaine. Une école de recrue c'est 21 semaines, donc 5 mois et une semaine. On nous explique qu'on va être recrue, qu'au-dessus de nous on a des appointés chefs, 4 par section, et au-dessus des appointés chefs, il y a 2 sergents-chefs par section. Donc une compagnie, moi j'étais dans la compagnie 1, est composée de 4 sections. Dans chaque section, tu as environ 45 recrues, 4 appointés chefs et 2 sergents-chefs, donc 4 sections dans la compagnie, qui est placée sous l'égide, sous le commandement d'un commandement de compagnie, grade capitaine. Voilà l'organisation de manière générale. Dans la caserne, tu as aussi un fourrier qui s'occupe des affaires de gestion, c'est-à-dire les affaires monétaires, les affaires d'argent. C'est lui en gros qui va payer la solde pour les soldats, c'est le petit salaire que tu as en tant que soldat, ou qui va s'occuper de commander les menus de la semaine pour les mecs qui travaillent en cuisine. Tu as aussi, alors lui il faut pas l'oublier, le sergent-major. Le sergent-major, on t'explique que c'est la maman de la caserne. C'est lui qui est responsable de l'ordre à l'intérieur de la caserne, et aussi à l'intérieur de la caserne, c'est-à-dire pas seulement dans les dortoirs, mais aussi sur la place d'appel. Et ce sergent-major, le boulot de sergent-major, c'est un boulot pour lequel il faut avoir, à mon avis, un tempérament
un tempérament d'acier. Parce qu'en fait, c'est un boulot où tu passes ton temps à faire la discipline. Tu vois, dans la caserne, le plus gradé, c'est le capitaine, mais le capitaine, il va pas venir faire la discipline au niveau des dortoirs, s'assurer qu'il y a tout qui est bien rangé, que les sols sont propres. Donc c'est le sergent-major qui s'en charge. En gros, il passe son temps à faire de la discipline, à s'énerver avec tout le monde, surtout les premières semaines, parce que les premières semaines, personne ne sait vraiment comment se comporter en tant que militaire. Tous les matins, levé à 5h30, tu te diriges directement dans la salle du petit déjeuner, tu prends ton petit déj, ensuite tu retournes en chambre si tu veux te brosser les dents, et à 6h, tu dois te retrouver sur la place d'appel pour la levée du drapeau et l'hymne national. Et alors que deuxième, troisième matin, on était tous sur la place d'appel au garde à vous, silence complet, enfin pas complètement complet en vrai, parce que t'as pas le droit de parler, mais vu que les estomacs des mecs ont un peu de peine à s'habituer au régime militaire, bah tout le monde lâche des gaz. Et vu que le sergent-major qui est là devant toute la compagnie peut pas venir réprimander chaque personne individuellement qui pète, parce que du coup tu pourrais lui répondre écoute, j'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul, j'ai pas mes intestins qui fonctionnent correctement, bah c'est quelque part toléré. C'est la seule. C'est voilà, ta liberté d'expression, elle se restreint aux flatulences qui pourraient s'échapper de toi. Voilà, pour pas mentionner une partie spécifique de ton corps. Enfin bref, on était tous là, du coup, au garde à vous, à entraîner nos compétences en appelé. Quand tout à coup, on entend boum, 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 boum. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On se retourne, on se fait allumer par le sergent-major, parce qu'évidemment, quand t'es au garde à vous, bah, t'es pas censé bouger. Mais bon, première semaine, on n'a pas encore les bons réflexes. Et là, on entend le sergent-major mais péter un plomb et dire mais qui c'est les connards qui sont encore en chambre? Parce que t'avais des mecs qui étaient encore en chambre et qui étaient en train de taper contre les fenêtres de la chambre. Et là, t'as un mec qui lui répond, qui dit il me semble que c'est les cuisiniers. Il fait comment ça les cuisiniers en chambre? Allez leur ouvrir. Parce qu'en fait, les mecs ils étaient enfermés dans la chambre. Ils font des signes, ils disent qu'ils peuvent pas sortir. Donc t'as un mec qui se rend au poste de commandement. C'est là où t'as le bureau du capitaine et où aussi t'as le panneau des clés. C'est le panneau sur lequel t'es censé accrocher les clés de la chambre une fois que t'as fermé la chambre à clé. Et le mec va au poste de commandement. Donc un mec se fait envoyer au poste de commandement pour aller récupérer les clés et libérer les cuisiniers. Et revient et dit, il n'y a pas les clés de cette chambre. Du coup, forcément, c'est quelqu'un qui a les clés de la chambre, un des soldats de la compagnie. Et là, le sergent-major devient fou et dit maintenant, le connard qui a les clés de ces chambres, il se dénonce maintenant. Devine qui c'était? C'était moi. Alors bon, écoute, je vais le dire une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai abordé mon service militaire avec un état d'esprit absolument pas constructif. Je te recommande pas de faire ça. Si t'as pas envie de faire l'armée, fais un service civil. Trouve-toi une place intéressante dans le service civil parce que tu peux bosser dans des institutions intéressantes et qui vont t'enrichir en tant qu'être humain. Donc, je te recommande de faire ça plutôt que d'aller dans une institution, de rejoindre une institution qui ne te plaît pas, dans laquelle tu vas en gros, tu vas créer des problèmes. Tu vas créer des problèmes pour toi, pour le reste de ta compagnie, et ça sert à rien. On n'a pas besoin de gens qui créent plus de problèmes. Mais voilà, quand j'y suis allé, j'avais 18 ans, c'était en 2014, et j'avais pas forcément j'étais immature, quoi, et du coup, je me suis retrouvé dans cet environnement. Comment dire? J'étais nonchalant et bref, j'avais une attitude pas forcément agréable pour le reste de mes camarades parce que c'est jamais forcément chouette des gens qui foutent la merde parce que souvent t'as toute la section qui se fait punir et non plus pour les supérieurs parce qu'ils passaient leur temps à faire de la discipline. Alors j'étais évidemment pas le seul, hein, t'en as plein qui font les cons, surtout quand tu te retrouves avec 40 mecs qui sont tous infantilisés en mode maintenant vous marchez en colonne, maintenant vous parlez, vous arrêtez de réfléchir, vous faites seulement ce qu'on vous dit. Enfin bref, t'es placé à un stade où en gros t'es complètement déresponsabilisé et puis du coup forcément les gens commencent à se comporter un peu voilà, tu retrouves des choses que en vrai tu verrais pas forcément des mecs de 18-25 ans se comporter de cette manière dans le civil. Alors pourquoi est-ce que j'ai enfermé les cuisiniers en chambre? Déjà, j'étais pas tout seul. Enfin, c'est moi qui ai fait le geste de les enfermer, mais je te replace le contexte de manière très rapide. En gros, dans notre section, la section 4 de la compagnie 1, on avait 3 dortoirs. Dans chaque dortoir, on était environ 15-20 mecs. Et de notre dortoir, on avait 3 cuisiniers. Le premier matin, les cuisiniers se sont levés à 4h30. Parce qu'en fait, ils se levaient 1 heure avant nous, pour aller nous préparer le petit déjeuner. Et quand ils se sont levés à 4h30, ils ont les 4 mis leur réveil à 4h30 du coup, et ça a réveillé tout le reste de la chambre. Ils ont fait du bruit en se réveillant, du coup on a eu une discussion avec eux le jour même, on leur a dit écoutez les gars, la prochaine fois mettez un seul réveil et essayez de faire un petit peu moins de bruit au moment où vous vous réveillez. On leur a probablement pas dit ça avec autant de diplomatie, parce qu'en fait, t'en as un qui s'est braqué. T'as un des cuisiniers qui est rentré dans un rapport de force et en gros, ça lui a vraiment pas plu. D'ailleurs, il a failli se battre avec un des mecs de ma chambre. Au final, c'était resté un petit peu tendu. Le lendemain, même histoire, de nouveau les réveils, ils ont de nouveau fait du bruit. Et le surlendemain, remême histoire. Quand nous, on s'est levé 1 heure plus tard, donc à 5h30 pour aller prendre notre petit-déj, 3e jour, on va prendre le petit-déj, quand on revient en chambre pour se brosser les dents avec 2 potes, on voit dans la chambre 3 cuisiniers en train de dormir. Et là, on se dit, on a fait les gamins. On s'est dit, c'est quoi, on va faire comme si on les avait pas vus. On va fermer la porte de la chambre et on va retourner pour l'appel. L'appel était dans 3 minutes. Donc on les a fermés à clé. Bref, c'était moi qui avais la clé dans ma chambre. On se retrouve tous comme ça en formation d'appel. Le mec insiste pour que
type qui possède les clés se dénonce. Évidemment, je vais pas me dénoncer, le mec il m'aurait coupé la tête, il avait la rage, tu vois. C'était 3e semaine, il avait passé les 2 premiers jours à faire de la discipline H24. Là, il était hors de lui parce que c'était clairement quelqu'un qui avait délibérément fait quelque chose de mal. Et du coup, ben, il n'y a pas moyen que je me dénonce. Au bout d'un moment, comme il voit qu'il va pas réussir à obtenir le nom du coupable, il dit qu'en réalité, il s'en fout. Il veut pas savoir qui c'est, mais que la personne qui a les clés a intérêt à poser la clé au panneau des clés directement après l'appel. Bon, évidemment, j'allais pas la déposer après l'appel parce que ben, forcément, il serait là à regarder le panneau des clés. Enfin bref, le capitaine, tu vois, le panneau des clés, il est pas dans une pièce secrète, tu vois, il est au poste de commandement. Donc évidemment, je me serais fait griller si j'avais déposé la clé au panneau des clés tout de suite. Donc j'ai attendu la fin de journée, un moment d'affluence au poste de commandement pour aller rendre mes clés. Donc au final, je me suis pas fait griller, j'étais assez content. Mais maintenant, si jamais, sergent-major, tu regardes cette vidéo et que tu te demandais qui avait les clés dans sa poche cette 3e journée d'école de recrue, ben c'était moi et je suis désolé d'avoir fait ça. Je sais que j'aurais pu agir de manière un peu plus mature. De manière générale, il faut savoir un truc, c'est qu'à l'armée, ben évidemment, en plus d'être infantilisé, tu dors très peu. Et quand tu dors très peu, quand tu es fatigué, tu prends pas forcément toujours les bonnes décisions, tu as tendance à être sur les nerfs, à fleur de peau. En général, tu dors 5 heures par nuit, je dirais, en moyenne, sauf le vendredi soir. Dans la nuit de vendredi à samedi, en gros, tu vas dormir 6 heures. Parce que le samedi matin, tu peux rentrer pour passer une nuit chez toi dans le civil, donc la nuit de samedi à dimanche. Samedi matin, tu peux rentrer chez toi. Et comme certaines personnes rentrent chez elles en voiture, bah, ce serait dangereux, en gros, de les laisser prendre la voiture si elles dormaient moins de 6 heures. Donc la nuit de vendredi à samedi, bah, tu dors au moins 6 heures. Tu rentres le week-end après ta première semaine, tu es complètement crevé, tu passes ton week-end à dormir. Et le dimanche, fin d'après-midi, tu reprépares ton pactage et tu retournes en caserne. Au bout d'1 ou 2 nuits en caserne en semaine 2, bah, tu as vite compris que voilà, tu te reprends 4-5 heures de sommeil par nuit dans les temps et tu es rapidement à bout de nerfs. Et un soir, deuxième petite histoire, on était particulièrement à bout, c'était 23h, 23h30, tout le monde était à bout. La troupe, les sous-offres, donc les appointés chefs qui étaient avec nous, on était tous ultra fatigués. Et on s'est retrouvés, moi et 2 autres recrues, à se faire allumer par un appointé chef devant les chambres, devant les faces, devant les fusils d'assaut, les SIG 550, c'est les fusils d'assaut de l'armée suisse, qui étaient tous alignés dans les racks dans la chambre, parce qu'en fait, les sangles de nos fusils d'assaut n'étaient pas complètement alignés. De là, le mec, il est parti dans des délires, à nous demander si dans le civil aussi, on était des autistes. Enfin bref, il est vraiment parti loin dans la comment on dit, dans la dégradation, j'en sais rien. Bref, on se faisait vraiment rabaisser, mais violemment, tu vois. Et on avait l'habitude de se faire rabaisser, mais venant de lui, c'était un peu chaud, parce que cet appointé chef, il était un peu particulier. En fait, il insultait plus que les autres, il dépassait souvent ces limites-là, et en fait, il était un peu con. Il était franchement plus lent que tout le monde. Du style, pendant des instructions, il nous disait... Les gars, maintenant vous allez faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, on s'exécutait, et puis 2-3 minutes plus tard, t'avais un autre apprenti chef qui venait et qui lui disait: mais pourquoi ils sont en train de faire ça? C'est pas comme ça qu'ils doivent faire l'exercice. Et les gars, ah, mais c'est les Mongols, c'est des Mongols aussi. Les gars, qui vous a dit de faire comme ça? En gros, le mec, il était d'une mauvaise foi pas possible. Il mentait. Il était pas toujours méchant. Ça arrivait des fois qu'il nous parle normalement, mais. Voilà, il avait ce côté où des fois il switchait en mode complètement vicieux, ce qui faisait que bah, on le craignait parce que c'était un supérieur et parce qu'il avait du coup le pouvoir de nous fiquer. Quand on te fique à l'armée, c'est qu'on te punit, c'est soit on te fait faire des pompes, soit on te fait courir. De manière générale, c'est ça. Et en gros, petite précision, quand on te fait faire des pompes, en gros, le supérieur qui te fait faire des pompes doit faire des pompes avec toi. Donc souvent, il te fait faire des pompes et une fois que lui, il commence un petit peu à fatiguer, bah, il te fait te lever, il te fait courir et revenir à lui. Et une fois que tu reviens à lui, bah, il te refait faire des pompes. Lui, il s'est reposé, toi, t'as couru, du coup, il peut te casser comme ça. Bref, le mec nous allume. Le mec nous allume et franchement, bah, à cause du fait qu'on était complètement fatigué, j'imagine, bah, t'as un des gars qui était avec nous qui a répondu à une des questions de cet appointé chef. Et c'était une question rhétorique, c'est-à-dire une question à laquelle il n'attendait pas forcément de réponse. Et là, on s'est marré. Mais genre, quand je te dis qu'on s'est marré, c'est parti avec la fatigue en fou rire, mais en immense fou rire. Le mec, il est devenu vert de rage, il s'est barré et on s'est dit, on est dans la merde. Autour de minuit, minuit et demi, tout le monde va se coucher. On se retrouve dans notre dortoir, on s'apprête à s'endormir. 5 minutes après que les lumières soient éteintes, t'as la porte qui s'ouvre, on voit de la lumière comme ça qui arrive dans la chambre, et on voit à l'entrée de la chambre un sergent-chef, donc pas un appointé-chef, mais un sergent-chef, un des 2 sergents-chefs qu'on avait dans la section. Et ce sergent-chef, on va l'appeler Rambo, parce que j'ai eu souvent affaire à lui. En fait, ce mec, c'était le mec le plus solide de la compagnie déjà, donc forcément le plus solide de notre section, physiquement. C'était une bête physiquement. Franchement, il forçait le respect. C'était une machine, une grosse machine. Il était mais ultra sévère. Franchement, pour lui, la discipline, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bref, quand on l'a vu, on s'est chié dessus. Il nous dit, toi et toi, à moi. Du coup, on arrive, on est en caleçon comme ça, on s'approche de lui, et il nous fait, vous avez 5 minutes pour vous changer,
et me rejoindra sur la place d'appel. Alors putain, il y a tout le monde qui est en train de dormir, tout le monde qui était dans la chambre commence à regarder comme ça, à flipper, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Du coup, on s'habille vite en mode, on stresse, tu vois. On descend sur la place d'appel, et en bas sur la place d'appel, qu'est-ce qu'on voit? On voit Rambo et l'autre appointé chef en carton. Là, le mec, il nous fait suivez-moi. Il nous éloigne des cantonnements, donc enfin des dortoirs, des bâtiments dans lesquels tout le monde était en train de dormir. Il nous emmène dans une zone de la caserne où il y avait moins de personnes. Il nous montre un bâtiment, il nous fait maintenant, vous allez faire le tour de ce bâtiment, go! On commence à courir, on tape le sprint, tu vois, on comprenait pas, il nous avait encore rien dit, il nous avait pas expliqué. On savait évidemment, vu qu'il était avec l'autre apprenti chef, on savait que c'était l'autre apprenti chef qui lui avait dit qu'on avait fait quelque chose de mal. Mais le mec, il a pas essayé de nous parler, il nous a pas posé de questions, il nous a directement demandé de courir. Donc on court comme ça, une fois qu'on arrive à lui, il prend sa moutse, c'est la petite casquette qu'on a à l'armée suisse, il la balance par terre, il se met en position de pompe, il fait maintenant pompe! Bam bam bam, on commence à faire des pompes. Plus vite, plus vite! Genre il nous allume comme s'il nous met des coups de pression. Bam 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 bam, on fait des pompes. Maintenant debout, courez, go! Bam, on se relève, on recommence à faire le tour du bâtiment. C'était dur physiquement, hein, c'était dur, mais quelque part dans ma tête, je me sentais bien. Je me disais, ok, j'ai fait le con, je suis en train de payer pour ce que j'ai fait, je suis en train de quelque part, comment on dit, purger ma peine. Et du coup, j'imaginais que après cette punition, le lendemain, j'allais pouvoir réintégrer la section comme une autre recrue, et ça allait être fini. Bref, il nous fait faire un tour, on retourne, de nouveau il fait faire des pompes. Et au 3e tour de caserne qu'il nous fait faire, au moment où on arrive vers lui, t'as une des recrues qui était avec moi, enfin il y avait 2 recrues avec moi, on était 3, il lui dit « Sergent-chef, je me suis chié dessus ». Donc je sais pas s'il s'est vraiment chié dessus, j'ai pas été vérifié, mais il lui explique qu'en gros, il s'est chié dessus. Et là, Rambo, il se rend compte qu'il a peut-être dépassé les limites. Rambo, il avait l'habitude de dépasser les limites. C'était pas la première fois qu'il le faisait. Genre, la première semaine, pour nous impressionner, il a chargé son face avec de la mine à blanc. Il a mis le truc en mode full automatique. Il s'est cru dans une guerrière. Il s'est pris pour un guerriero. Il a commencé à arroser le ciel. Parce qu'en gros, il nous a expliqué que c'était interdit de mettre le face en automatique. C'est beaucoup trop imprécis. Mais du coup, pour nous montrer à quel point un magasin se vidait rapidement, juste à l'extérieur de la caserne, tu vois, à 50 mètres des cantonnements, il a chargé son face avec 20 balles. Et puis il l'a mis en mode full auto, il a arrosé le ciel. Je pense que si le capitaine avait connu cette histoire, il aurait peut-être repris Rambo. Bref, Rambo se rend compte qu'il dépasse un peu les limites, il nous explique que c'est la dernière fois qu'on manque de respect à un de ses appointés chefs, et il nous renvoie dormir. Donc on retourne dormir, et au final, Rambo, j'ai souvent eu affaire à lui. De là, pendant les semaines suivantes, j'avais un binôme, ce binôme, il s'appelle Pacheco, et on avait une règle dans notre section, dans la section 4, c'est qu'à chaque fois que ton binôme se faisait punir, pour une raison X ou Y, tu peux te faire punir pour plus ou moins tout et n'importe quoi à l'armée, en fait, si ton binôme se fait punir, même si toi t'as rien fait, tu plonges avec lui, en gros. Et si c'est toi qui plonges, ton binôme plonge avec toi. Donc pendant les 8 premières semaines, avec Pacheco, ce qui s'est assez rapidement passé, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ce service militaire? On va apprendre à faire de l'école de section, comment est-ce que ton face doit être exactement placé pour que tu sois bien beau quand tu sois présenté au capitaine, ce genre de trucs, voilà, ça nous gonflait, et on n'avait pas l'impression que ça allait nous être d'une très grande utilité dans le civil. Donc assez rapidement, on s'est dit, en vrai, ce qui nous forge, ce qui nous aide vraiment, c'est le ficage, c'est quand on se fait punir. Parce que là, ça nous forme physiquement, ça nous forme mentalement. Donc ça nous gênait pas, en fait. À chaque fois qu'on se faisait fiquer, on était chaud, tu vois, et on est assez rapidement devenu assez bon en pompe. Mais du coup, on s'est assez rapidement fait regarder d'un œil pas super bon par nos autres appointés chefs et par surtout Rambo, en fait. En 8e semaine, pour les fantassins de l'armée suisse, arrive la semaine... C'était à l'époque, comme ça. Je précise que je suis en train de parler de mon expérience. C'était le service militaire comme je l'ai vécu en 2014. Depuis, il y a 2-3 trucs qui ont changé. Notamment, il me semble que les apprentis chefs n'existent plus. Mais je suis pas ici pour faire une vidéo informative sur l'armée suisse. Je raconte simplement ce qui m'est arrivé. En 8e semaine, du coup, pour tous les fusiliers, c'est-à-dire tous les mecs de la caserne, arrive la semaine de spécialisation. C'est une semaine pendant laquelle tu vas te spécialiser dans une des 5 spécialisations. La première, c'est fusil-mitrailleur. En gros, tu apprends à tirer avec une arme qui est un peu plus grosse que ton fusil d'assaut, qui tire en mode full automatique. La deuxième, c'est spécialiste des explosifs. Tu apprends à placer une charge pour faire péter des trucs. La troisième, c'est chef d'équipe. Je sais pas exactement en quoi ça consiste, mais voilà, tu apprends un peu à diriger des gars sans forcément être gradé. 4e spécialisation, c'est tireur d'élite. Ça, au début, j'étais assez chaud à faire ça. Mais après, j'ai appris qu'en réalité, tu tires pas vraiment quand tu es tireur d'élite. Tu passes surtout ton temps à faire de la reconnaissance. Quand tu dors tout le temps dehors, déjà, tu dois être toujours bien camouflé. Quand tu fais caca, tu dois faire ça dans des sacs plastiques et enterrer ça. Parce qu'autrement, avec des caméras thermiques, on peut... 2 secondes. Je regardais la caméra parce que des fois, elle s'éteint. Parce qu'autrement, on peut te repérer avec des caméras thermiques, vu que le caca, c'est chaud. Et la dernière spécialisation, la spéc que absolument personne ne voulait faire, Panzerfaust, lance-roquette. Le Panzerfaust, c'est un lance-roquette anti-char à usage unique. Et usage unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tires,
Tu le balances, enfin tu récupères ton dispositif de visée et tu te tires. Genre le gros tube, tu le jettes et tu te barres parce que quand tu tires, tu révèles ta position. Et vu que tu as tiré sur un char, bah, tu as plutôt intérêt à vite te barrer une fois que le char sait où t'es parce que bah, soit il a une tourelle 12-7, soit il a un canon, soit il a autre chose. Mais en tout cas, il va pas être gentil avec toi si tu lui as tiré dessus. Bref, usage unique. Et en vrai, personne veut faire ça parce que bah, c'est lourd un lance-roquette et parce que c'est pas le truc le plus fun. Donc en général, les mecs, les chefs de section inscrivent dans la spécialisation Panzerfaust des mecs par défaut. Moi, mon choix de spécialisation, c'était fusil-mitrailleur. Je me suis fait inscrire en Panzerfaust, non pas parce que j'étais solide, parce que souvent ils inscrivent les mecs solides physiquement en Panzerfaust, j'étais entouré par des gars bien balèzes, mais simplement parce que bah, j'étais dans le collimateur de Rambo, Pacheco aussi se fait inscrire en Panzerfaust, et que Rambo, en fait, c'était le chef de la section Panzerfaust, avec un autre sergent-chef suisse-allemand. Enfin bref, cette semaine de spécialisation commence. Comme je l'ai dit, tu vois, à chaque fois, tu rentres le samedi matin chez toi et tu repars en caserne le dimanche soir. Pour la semaine de spécialisation, tu as un week-end qui saute. Donc c'est 2 semaines où tu restes non-stop en caserne à te faire former pour savoir utiliser ton lance-roquette. Donc voilà, premier jour de spécialisation. On est encore dans les alentours de la caserne de Chamblon et on est là en train d'avoir des discussions théoriques, si tu veux. Et à un moment donné, bah, j'avais mon flingue sur moi, c'était une pause, j'avais envie d'aller pisser. Du coup, je laisse mon flingue avec un groupe de mecs. Petite précision petite précision utile. Ouais, j'ai fait une bêtise, je sais pas, ouais, j'ai fait une bêtise. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé l'écran de mon ordi et ça a arrêté l'enregistrement du son, mais du coup, je peux reprendre. Donc, petite précision, c'est qu'en fait, tu vois, on a 4 sections dans la compagnie et pour la spécialisation, ben, les mecs de la section 1 sont dispatchés dans chacune des spécialisations. Pareil pour la section 2, pareil pour la section 3 et pareil pour la 4. Donc, en gros, dans la section Panzerfaust, on avait des mecs de la section 1, de la section 2, de la section 3 et aussi de la section 4, mais il y avait aussi des appointés chefs de la section 1, 2, 3 et 4. Donc en gros, on se retrouvait avec des mecs qu'on connaissait pas forcément, dont un appointé chef qui, quand je suis donc en gros, je dépose mon face pour aller pisser, je dépose mon face auprès d'un groupe de mecs. Quand je reviens, je vois il y a un appointé chef qui est là, qui est avec eux, je récupère mon face, il me fait: vous, qu'est-ce que vous faites? Je fais: bah, je récupère mon face, je suis allé pisser. Il fait: le face, c'est toujours sur homme. Je fais: ok, mais je l'ai laissé avec un groupe de personnes. Est-ce qu'ils étaient au courant que vous aviez laissé ça avec eux? Non, ok, mais à culpa. En gros, j'aurais été censé annoncer aux mecs que je leur laissais le fusil d'assaut. Autrement, bah évidemment, tu laisses le fusil, les mecs ils se barrent, tu vois, parce qu'ils savent même pas que t'as laissé le fusil, et t'as un fusil qui est là tout seul, tu peux le perdre, te le faire voler. Donc c'était une erreur de ma part. Du coup, en toute légitimité, bah l'appointé chef veut me fiquer. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend mon face, il me dit: venez avec moi. Donc je le suis. Il pose le face par terre. Il commence à le démonter, donc il démonte les 10 pièces du face, il met toutes les pièces de face devant lui, et il fait: vous voyez l'arbre là-bas? En me pointant un arbre qui se situe environ à 200 mètres au pied de la colline sur laquelle on se trouvait. Il me tend une pièce, il me fait: vous prenez cette pièce, vous sprintez jusqu'à l'arbre, vous revenez et vous annoncez. Donc je prends la pièce et je tape un sprint jusqu'à l'arbre, je remonte, et c'était dur, parce qu'en gros t'avais des hautes herbes qui m'arrivaient environ au niveau de la taille, donc quand tu remontes comme ça, c'est assez compliqué. J'arrive vers lui essoufflé, je fais mon annonce, je lui rends la pièce, il me donne une deuxième pièce et il me dit: recommencez. Donc je prends la deuxième pièce du fusil d'assaut et je recommençais. Le type, il voulait me faire ça avec chacune des pièces de fusil d'assaut. Alors que je suis en train de courir avec la deuxième pièce de mon fusil d'assaut dans les mains, j'entends du bruit derrière moi. Donc je regarde par-dessus mon épaule et qui est-ce que je vois? Pacheco. Pacheco qui court avec moi. En gros, c'était mon binôme, tu vois. Et du coup, il venait pour se faire punir avec moi. Seulement, l'appointé chef de la section 2, sauf erreur, qui est en train de me fiquer, bah, il n'était pas au courant en fait que dans ma section, la section 4, enfin ma section d'origine du coup, quand quelqu'un se faisait punir, son binôme devait aussi se faire punir. Du coup, quand on est arrivé vers lui avec Pacheco, le mec pète un plomb. Il me fait: mais vous foutez de ma gueule, qu'est-ce que... Enfin, il pète un plomb devant Pacheco, il engueule Pacheco, en gros: qu'est-ce que vous êtes... Pour qui vous a donné l'ordre de courir, tu vois? Pacheco lui explique, il dit: écoutez, nous on a appris, quand il y en a un qui se fait fiquer, l'autre il doit suivre. Et qui vous a dit ça et tout? Bah écoute, c'est comme ça qu'on a appris dans notre section. L'apprenti chef pète un plomb, s'en va, nous dit d'attendre ici, s'en va et revient avec Rambo, qui était du coup le sergent-chef de cette section Panzerfaust. Et là, Rambo, il écoute ce que l'appointé chef lui dit et il donne l'ordre à l'appointé chef de nous fiquer ensemble. En gros, il nous donne raison. Donc, quelque part, Pacheco a gagné le droit de se faire punir avec moi. Tu parles d'une victoire. Bref, avec Pacheco, on était content du coup parce qu'on pouvait courir ensemble. Donc, on prend la troisième pièce du fusil, on recommence à courir direction de l'arbre. Mais c'était long, tu vois, c'est quand même 200 mètres, c'était crevant, et assez rapidement, bah, on commence à ralentir avec ces hautes herbes qui nous freinent. Mais on réalise qu'en réalité, si on continue à bouger nos bras à un rythme qui donne l'impression qu'on est en train de courir de loin, vu que le mec n'arrive pas à voir nos jambes, vu que les herbes sont trop hautes, en fait, on va créer l'illusion qu'on est en train de courir. Donc en fait, on commence à courir au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on ralentit, mais nos bras, ils continuent à bouger rapidement.
Et on arrive vers l'arbre, on revient vers lui, et en réalité, quand on s'approchait de l'arbre, on était même en train de marcher. On marche, mais on faisait comme ça. Enfin bref, des gamins, mais on était morts de rire. On arrive devant l'apprenti chef, et le mec, il remarquait pas, effectivement. Du coup, il nous donne la pièce suivante, il dit go, go, go. Du coup, on repart en courant, en vrai sprint, jusqu'à environ s'éloigner de 50 mètres de lui. Et là, on continue on ralentit un petit peu le rythme jusqu'à marcher. Et bref, c'était la meilleure punition de ma vie, c'était trop drôle. Et au final, quand on arrive vers lui, après avoir fait les 10 pièces du fusil d'assaut, je remonte mon fusil d'assaut, et le mec me dit, vous deux, je vous ai à l'œil. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'au final, cet apprenti chef, qui est un apprenti chef de la section 2, ou enfin une ou deux, je sais plus exactement, bah c'est devenu notre pote, si tu veux. Genre le mec, qui nous a même protégé contre un autre apprenti chef pendant la semaine de spécialisation. Enfin bref. C'était assez comique. Bref, premier jour de la semaine de spécialisation. Au bout de 2-3 jours, toute la section Panzerfaust lève le camp pour se rendre sur une place de tir. Tirer au lance-roquettes, c'est pas anodin. Il y a des endroits spéciaux en Suisse pour tirer au lance-roquettes. Du coup, on se fait amener, enfin non, on se fait pas amener, on marche jusqu'à une place de tir. Alors, comment est-ce que ceci se passe une marche en Panzerfaust? T'as en gros ton lance-roquette, le tube sur l'épaule, ta petite sacoche de visée, une sacoche de visée par binôme, qui à chaque pas te tape sur la cuisse et te rend absolument malade. T'as ton face, ton harnais, ton sac avec pactage complet, sac de couchage, toile de rebut, pelle, enfin tout ce qu'il faut pour faire une tente. On arrive et puis là on tire au lance-roquette. Alors on tire ce qu'on appelle des UPAT, c'est du Übung Patrone, c'est des roquettes mais à charge, je sais pas si on dit à charge creuse. En gros t'as pas de charge explosive dedans, c'est simplement pour t'apprendre à tirer. T'as pas la satisfaction de voir le truc exploser au bout parce que évidemment ça sert à rien, ça coûterait juste plus cher. Ça coûte déjà 12 000 balles une Übung Patrone. On était environ 50 dans cette section Panzerfaust, donc je peux te dire que ça fait un petit paquet d'argent qui est parti ce jour-là quand on s'est entraîné à tirer les roquettes. Le soir même, quand la nuit commence à tomber, il commence à pleuvoir. Et là, forcément, quand t'es dehors et qu'il pleut, tout le monde, le moral, il descend un petit peu, surtout quand tu sais que tu vas dormir dehors. Donc tout le monde monte les tentes. Alors c'est des toiles de rebut, t'es à deux sous une toile de rebut et tu dois mettre ton fusil d'assaut entre les deux, évidemment, hein, sinon il y a quelqu'un qui peut venir depuis l'extérieur te voler ton fusil d'assaut. Donc on met les fusils d'assaut au milieu, par contre les lance-roquettes on les a mis à l'extérieur, tu vois, et ça faisait environ 5-10 minutes qu'on était au lit, qu'on était à poil dans nos sacs de couchage, prêts à dormir. Et là, on entend Rambo, mais genre pousser une gueulée et puis nous dire il fait à moi. Du coup, voilà, t'es sous ta espèce de tente, il est en train de pleuvoir. Du coup, tu vas sous la tente, t'essaies de récupérer tes affaires secs qui sont dans ton sac. Tu t'habilles à moitié comme ça, tu sors de sous ta tente. Enfin, c'est pas une tente fermée, hein, je précise, c'est juste un toit. On sort, on arrive à lui, et là, le mec nous explique qu'il a vu des mecs dormir avec les Panzerfaust placés à l'extérieur de la tente, et qu'on est des Mongols d'avoir agi comme ça, parce qu'on pourrait nous voler les lance-roquettes, on pourrait nous tirer dessus. Quoique pas vraiment, parce qu'il faut un dispositif de visée pour pouvoir faire feu. Mais l'idée est là, tu vois, évidemment, tu dors pas avec le Panzerfaust à l'extérieur de la tente. Du coup, il nous demande de retourner dans la tente, mais cette fois-ci de mettre les Panzerfaust entre nous. Donc, quand t'es dans une de ces petites tentes, avec 2 fusils d'assaut et 2 lance-roquettes autour de toi, tu dors à l'extérieur. En vrai, t'as la moitié de ton visage qui est à l'extérieur. Donc je me suis endormi cette nuit-là, et les 2 nuits suivantes, parce on a dormi dehors les 2 nuits suivantes, avec la pluie froide qui te tombe sur la tête. Je recommande pas, je t'invite à essayer hein, si t'as envie de savoir ce que ça fait, mais c'est vraiment pas cool de t'endormir quand il te pleut dessus. Tu travailles au milieu de la nuit parce que des fois t'as une goutte qui t'arrive dans le nez ou au niveau de l'œil, donc tu te frottes un peu et après t'es là, oh putain. Et du coup tu te rendors de nouveau, mais tu te fais réveiller 2 heures plus tard parce qu'il pleut un peu plus fort. Enfin bref, horrible, ces nuits horribles. Surtout elles étaient courtes et avec de la pluie. Enfin bref, on passe 2-3 jours comme ça à se faire former au lance-roquettes. Enfin 2-3 jours, même un peu plus. On a dormi une nuit dans une étable jusqu'au moment où ils nous font, les gars, on rentre en caserne. Donc là, tout le monde est là, oh putain, on rentre en caserne, trop bien. C'était mercredi ou jeudi dans la 2e semaine. Ou peut-être mardi. Enfin bref, on était refait. Enfin, on va rentrer en caserne, tu vois. Donc, marche pour le retour en caserne. Je sais plus exactement combien de kills c'était. Je dirais environ entre 10 et 20, genre, pour donner une grande fourchette. Mais je sais plus exactement combien de kilomètres séparait cette place de tir dans la caserne. Et là, avec la fatigue, tout le monde est sur les nerfs, la pluie. Tu portes ce lance-roquette. Les mecs ils pétaient un plomb. En gros, j'ai vu des mecs, des armoires, des bûches, mais péter un plomb et en avoir complètement marre, prendre leur lance-roquette et le balancer sur le bord du chemin et dire j'en ai marre de ce truc de merde et tout, maintenant je me barre. Ensuite, au final, ils le récupéraient parce que s'ils le récupéraient pas, c'était à eux de le porter. Je me souviens que t'avais un soldat, une recrue à l'époque du coup, parce qu'on n'était pas encore soldat. Tu passes soldat en semaine 13. Et pareil, les apprentis chefs, deviennent sergents en semaine 13. Et en semaine 13, les sergents-chefs deviennent lieutenants. Enfin bref, t'as une recrue qui a balancé son Panzerfaust à terre et qui a refusé de le reprendre. Du coup, t'as un mec qui a dû porter 2 Panzerfaust. On continue cette marche et quand on arrive au pied de la colline de Chamblon, on avait environ 40 minutes pour monter toute la colline. C'était une grande colline, hein, Chamblon. Enfin, la caserne de Chamblon est au sommet d'une colline. Donc on commence à monter cette colline
Et là, je me souviens que devant nous, tu avais 2 Suisses allemands, parce que du coup, tu avais aussi des Suisses allemands qui faisaient la spécialisation Panzerfaust. Tu as 2 Suisses allemands qui en pouvaient plus. Tu en as un qui était en train de pleurer, et l'autre, il balance aussi son lance-roquette par terre. Il s'était arrêté en fait. Les mecs, ils avançaient plus. Et là, on arrive avec Pacheco. Il restait quoi? 20 minutes de marche. On a dit, ok les gars, on vous prend vos trucs. On a pris les lance-roquettes. Et du coup, on a fait les 20 dernières minutes, monter cette colline avec 2 lance-roquettes comme ça. Je me souviens, on est monté. Enfin, tu vois, normalement, quand tu marches, c'est toujours 2 par 2 où tu es vraiment en formation. Mais là, sur la fin de cette marche, tout le monde était tellement à bout. Les rythmes étaient tellement différents. T'en as qui étaient vraiment loin derrière. Donc, tout le monde était vraiment dispatché. Au final, on arrive en caserne. On arrive au poste de commandement avec 2 lance-roquettes, comme ça on avait des têtes de mecs qui n'ont pas dormi pendant je sais pas combien de temps. Les mecs qui étaient restés à la garde, qui montaient la garde, parce que chaque semaine, tu as des soldats de la compagnie qui sont désignés pour monter la garde. Donc les mecs qui étaient à la garde, ils nous regardent, ils font mais putain les gars, vous êtes... Enfin bref, c'était un moment assez cool. Je me souviens, on s'était senti fiers d'avoir pu aider des gens. Et ça, c'est un des trucs chouettes à l'armée, tu vois, c'est que tu as une espèce de camaraderie et ça crée des liens entre les gens. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves difficilement ailleurs. Quand tu mets tout le monde dans la merde, dans la même merde, tu crées des liens entre eux. Et ça, c'est assez cool. Tu crées aussi des attitudes de gamin, mais bon, ça c'est... Voilà, c'est un peu l'objet de cette vidéo en même temps. Enfin bref, on arrive en caserne, et là, en fait, on nous apprend que non, on va pas dormir en caserne. Parce que nous, on pensait qu'on allait dormir en caserne. On était là, enfin, on dort en caserne. Non, on nous dit qu'il y a un dernier exercice. Et du coup, on nous amène à environ 15 minutes de la caserne, dans une petite forêt. Et là, on nous briefe. On nous dit, maintenant, c'est l'exercice final de cette spécialisation Panzerfaust. Vous allez devoir défendre un village, surveiller des routes sur lesquelles des véhicules vont passer, et quand vous voyez passer les véhicules, vous les allumez avec vos lance-roquettes. Et là, je me souviens que t'as deux mecs, 2 ou 3, je sais plus, 2 ou 3 mecs qui étaient à bout de nerfs. Mais quand je te dis les mecs, ils étaient à bout de nerfs, ils en pouvaient plus. Genre, ça te pousse dans tes retranchements psychologiques. Enfin, ils en pouvaient plus. Et là, ils pètent un plomb et les mecs, ils font, moi, je vais aller en prison. Le mec, il demande ça, tu vois. Il dit, je vais aller en tôle. Envoyez-moi en tôle. Je vais pas vous obéir, donc envoyez-moi directement en prison. Et au final, ces 2, 3 mecs se sont fait envoyer en prison pour refus d'ordre. En gros, ils ont refusé de participer à l'exercice parce qu'ils en pouvaient plus. Ils sont allés en prison, ils ont dormi dans un lit chaud, mais je sais pas exactement quelles étaient les conséquences. Je suis jamais allé en prison à l'armée, donc je sais pas exactement ce qui se passe par la suite. Mais voilà, les 2 mecs sont retrouvés en prison. Le reste de la section se fait diviser en 3 groupes. Un groupe qui est en engagement, c'est-à-dire qui surveille les routes. T'as constamment des lance-roquettes qui surveillent les routes, des Panzerfaust, parce que c'est le terme exact. T'as constamment des Panzerfaust qui surveille les routes. Tu as constamment un groupe qui est de piquet, c'est-à-dire qui peut se reposer, mais qui doit être prêt à l'engagement dans un délai de, je ne sais plus exactement, 5-15 minutes, entre 5 et 15 minutes. Et tu as le dernier groupe qui est en repos, qui lui vraiment peut dormir. Alors nous, on commence en piquet, et environ à 21-22 heures, on passe en groupe de repos. Donc avec Pacheco et le reste de mon groupe qui était en repos, du coup la section on était 50, donc c'était environ 15-20 mecs par groupe. Donc avec mes 15-20 mecs de groupe de repos, on va dans la zone de repos, et la zone de repos, c'était un putain d'égout. En vrai, c'était pas un égout humide, mais ça puait genre l'égout. On était dans une canalisation, dans un tunnel, dans lequel tu devais... Pour avancer dedans, tu devais être genre accroupi, mais en vrai, t'avançais plus rapidement en rampant, parce que c'était vraiment accroupi à moitié couché. Et on a tous dormi alignés les uns devant les autres. En gros, quand t'es couché, t'as les KS, les chaussures militaires du mec qui est derrière toi, qui sont sur ta tête, et toi, t'as tes KS sur la tête du mec qui est en bas de toi. Donc si tu te réveilles au milieu de la nuit, tu vas pas faire pipi, parce qu'autrement, tu réveilles les 7 mecs qui sont devant toi, ou les 5-6 mecs qui sont à tes pieds. Enfin, tu peux tout simplement pas passer sans demander à tout le monde de sortir de la canalisation. Donc voilà, tu dors là-dedans. Si t'as tendance à être claustrophobe, c'est pas forcément le bon truc. Mais en même temps, on était tellement fatigués, on était épuisés. Donc on est arrivé dans notre tunnel, ça puait la merde, mais on s'est endormi en 2 secondes. On se fait réveiller à 1h du matin, autour de là, 1h, 2h du matin, pour aller monter les dernières heures de garde, jusqu'à 6h. Avec Pacheco, on se fait amener dans notre poste, donc on est sous des buissons, on a un lance-roquette pour 2, un lance-roquette avec le dispositif de visée. La deuxième personne est à côté et est censée donner... en fait, ce à quoi elle sert, la deuxième personne, c'est elle sert à donner la zone arrière. Ces lance-roquettes, ils ont aucun recul. En gros, tu pourrais tirer au lance-roquette à une main, si tu étais assez fort pour le porter à une main, et sur un pied en étant bourré, parce que tu as 0 recul quand tu tires au lance-roquette. En fait, ta roquette qui part en avant, elle te fait partir en arrière, donc c'est ça qu'on appelle le recul en général, mais le souffle qui est dégagé et qui sort par l'arrière, enfin tout le feu, la déflagration qui arrive par l'arrière du tube, elle te pousse en avant, donc ça se compense, et au final, t'as aucun recul. Par contre, la déflagration, si tu te trouves derrière un lance-roquette au moment où il tire, tu te fais brûler, tu te fais détruire, tu vois. Du coup, au moment où toi, tu as le véhicule en visée, tu dois demander à ton binôme de te donner la zone arrière. Et quand ton binôme te dit zone arrière libre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans un angle de, 60 degrés derrière toi, là, tu peux tirer. Donc en gros, on était en binôme avec Pacheco, on attend 1 heure, on attend 2 heures, il pleut, semaine de merde, il faisait un temps mais dégueulasse. Et au bout d'un moment, on était crevés, on était juste crevés, et on se dit, mec, tu sais quoi, on va faire un truc. On va se relayer pour dormir
chacun son tour. Donc tu commences à dormir, moi je surveille la route, je te réveille s'il y a un véhicule, ensuite je te passe le lance-roquette, c'est moi qui dors, enfin bref, tu vois l'idée. Et là, j'ai plus de souvenirs de ce qui s'est passé exactement, je me souviens juste de m'être fait réveiller par un immense coup de pied dans les jambes. Je me retourne comme ça avec mes yeux rouges, tu vois, donc c'est impossible de mentir et de dire que tu dors pas, parce que quand t'as pas dormi pendant je sais pas combien de jours, et que tu dors, tu dors 20-30 minutes, et que tu rouvres les yeux, tes yeux ils sont imbibés, enfin t'as toutes tes veines qui se font, bref, je regarde comme ça. C'était un sergent-chef qui avait grillé qu'on était en train de dormir, et c'était pas n'importe quel sergent-chef, c'était Rambo. Rambo qui était au-dessus de Pacheco et moi. Le mec, il nous dit, je me souviens, il nous pointe, il dit, vous et vous, demain, je vous nique, vous êtes morts. Si je vous rechoppe en train de dormir, je vous pisse dessus. Alors bon, tu sais, moi je suis un adepte de stimulants style caféine, tu vois, genre j'adore boire du café le matin, ça m'aide à bien me concentrer, à bien bosser. Mais l'urine comme stimulant, je te jure, il y a rien de mieux. En gros, genre on te menace de te pisser dessus, t'inquiète pas, tu dors plus. Au final, on a surveillé cette route jusqu'à 6h du matin. Le lendemain matin, fin de l'exercice, au final, t'as aucun véhicule qui est passé. Alors il faut savoir un truc, peut-être que je précise parce que t'en as qui vont dire quoi, vous tirez à roquette réelle sur des vrais véhicules, tu t'attendais quand même pas à ce qu'il y ait vraiment une voiture qui passe, vous allez pas détruire. En vrai, on avait tout un équipement de simulation. À l'armée suisse, t'as bien sûr des vrais lance-roquettes et t'apprends à tirer justement avec ces roquettes qui sont vides, comme je t'ai dit, donc tu tires la roquette, elle part mais ça explose pas. T'as aussi des lance-roquettes qui sont exactement les mêmes, sauf que tu les charges avec une balle. Donc quand tu tires et tu mets, je sais plus ce que c'est exactement le nom technique de cette munition, mais c'est une balle traçante. En gros, quand tu tires, tu la vois partir, comme dans Star Wars, tu vois, ou comme dans ces films où ils tirent genre, tu sais, des balles rouges. Donc tu peux voir ta balle rouge. Donc en gros, ça te permet genre de pas utiliser des grosses roquettes, mais de tirer au lance-roquettes et de voir où est-ce que ta roquette serait partie avec des balles. Et tu as aussi des lance-roquettes de simulation, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils sont électroniques, et que quand tu tires, ça envoie juste un laser, et tous les véhicules sont équipés, des véhicules de simulation, qui sont équipés avec des capteurs. Donc si tu touches le véhicule, enfin si le laser touche un des capteurs, en gros, toi ça te donne un signal genre pip, 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 comme quoi ça t'a touché le truc. Et en gros, on avait tous du coup une combinaison de simulation, donc des capteurs qui sont placés sous tes bras. Ici, tu as un petit écran que tu peux ouvrir où tu vois ta santé. En gros, tu vois si tu te fais toucher par une balle, tu vois si c'était la jambe, tu vois si c'était le bras ou le corps. T'as un face qui est chargé avec de la muna blanc, mais de simulation. Donc en gros, quand tu tires, ça fait le bruit. Par contre, ça envoie que des lasers. Un laser game géant. Et t'as tout en simulation. Hein. T'as les grenades en simulation. Donc c'est des grenades avec des petits pétards. Tu balances, ça fait juste pas, mais ça envoie genre un laser à 360 degrés. T'as les lance-grenades en simulation. Enfin bref, tu vois l'idée. Du coup, aucune voiture et aucun véhicule est passé. Fin de la journée. Enfin, fin de la journée. Fin de la nuit, du coup, pendant laquelle on était censé subir une attaque, mais il n'y a eu aucune attaque. L'exercice était un succès, ils étaient contents de la manière dont c'était réalisé. On se fait ramener en caserne, on dépose nos lance-roquettes et on se fait amener en chambre. C'était l'après-midi, enfin début d'après-midi. Et là, on arrive en chambre, et je te dis pas, genre, la joie, en réalité. Premièrement, on a appris qu'on allait dormir dans un lit. Et quand t'as passé une semaine de merde à dormir dans la nuit, à dormir dehors et sous la pluie, t'apprends que tu dors dans un lit, mais t'es refait. Deuxièmement, on apprend qu'on va manger dans les réfectoires. Enfin, on va de nouveau manger dans le réfectoire. On est de nouveau refait parce qu'on va pas manger des trucs froids. Et surtout, en vrai, genre, j'ai bloqué parce qu'en vrai, on mangeait pas toujours des trucs froids. Ça arrivait qu'on ait des véhicules qui nous amènent de la nourriture chaude, mais souvent, on avait des boîtes de conserve. Et troisièmement, surtout, on retrouve tous les mecs de notre section. Donc on retrouve tous les mecs de la section 4 qui étaient partis faire des autres spécialisations, fusil mitrailleur, explosifs, qu'on n'avait pas vus depuis 6-7 jours. Et là, on les revoit. Et on est tellement heureux de les voir et de savoir que voilà, on va rentrer en plus le lendemain matin à la maison, parce qu'on est seulement resté une dizaine de jours. Ils nous ont renvoyés, sauf erreur, jeudi soir à la maison. Et on était tellement heureux que c'est parti dans une espèce d'euphorie générale. C'est devenu, en gros, c'était un peu le bordel dans les chambres. Tout le monde était content, il y en a qui se couraient après, enfin des enfants, tu vois, genre des enfants. Et moi, avec Pacheco et un autre mec, il y avait un mec qui était un des mecs de notre section qu'on adorait, tu vois, qui était couché sur le lit en train de se reposer. On l'a attaché avec des Ligarex ou des câbles de serrage, les trucs que tu utilises en tant qu'électricien, tu vois, pour regrouper des câbles, des trucs serre-câbles. C'est en gros des trucs en plastique que tu utilises pour menotter les gens. Et en fait, on en a utilisé 4 pour le menotter, pour l'accrocher à son lit en mode SM, tu vois, on l'a mis en mode étoile de mer. Mais il y avait tellement d'agitation, enfin c'était drôle, tu vois, c'était bon enfant. Le mec, il était réveillé, il était sur son lit, il se reposait, il était réveillé, mais il avait quoi, 24, 25, nous on en avait 18. Le mec, il se marrait, il nous voit, enfin Pacheco était un peu plus âgé que moi. Le mec se marrait, tu vois, genre il était là, mais bon, c'est des gamins, je les laisse faire, tu vois, et nous on était là, on était contents, on l'attachait. Et à un moment donné, on entend le sergent-major pousser des gueulets dans le couloir, et on l'entend qu'il est en train de monter dans nos chambres, tu vois, enfin monter
à l'étage, notre dernier étage, section 4, dernier étage, qu'il est en train d'arriver à la section 4. Du coup, tout le monde stresse, tout le monde commence à se barrer. Nous, on sort un couteau et on commence à scier les ligarex du mec qu'on avait attaché pour le libérer, mais on réussit à en scier qu'une seule. Et au bout d'un moment, on entend le sergent-major qui arrive, on stresse, on se barre, t'en as qui se cachent sous les lits. L'école enfantine, frère, l'école enfantine, je te jure. On se barre, et là, le sergent-major rentre dans la chambre et voit le mec attaché en mode SM, tu vois, au pieu. Et il pète un plomb. En fait, il pète un plomb parce que il a cru que c'était du bizutage. Il s'est passé un truc, en fait, dans cette caserne de Chamblon. Il y avait une section, je sais plus, quelques années auparavant, qui s'appelait la section Beat. Et en fait, c'est une section qui foutait des bifs là, à certains de ses membres, tu vois. Et à cause de ça, bah en gros, quand le sergent-major, vu que le sergent-major connaissait cette histoire, quand il a vu ça, il a cru qu'on était en train de, qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de bisuter ce mec-là. Du coup, il a vraiment pas accepté. Et ça, franchement, respect à lui d'avoir pété un plomb parce que protéger des mecs qui sont victimes de ce genre d'agression, ben c'est la meilleure chose. Enfin, pour moi, c'est une bonne raison de gueuler. Donc il a pété un plomb. Il ramène toute la section. Et là, il commence à allumer tout. Il nous fait un speech du style, il nous dit que c'est complètement débile. Il nous dit qu'on est censé genre s'entraider. Enfin, c'est pas ça la camaraderie. Il nous explique que les mecs, donc nous, on a eu une semaine de merde, qu'il en était conscient et que c'est pour ça qu'il a dit que genre le contrôle matériel, parce qu'en gros, vu qu'on avait passé tellement de temps dehors, on est censé faire un contrôle matériel, donc vérifier qu'on a encore tout notre matériel. Et d'habitude, le contrôle matériel, on le fait sur la place d'appel. C'est-à-dire que tu descends sur la place d'appel avec absolument tout ton matériel militaire, tout ton équipement. Et le mec dit présentez votre gourde. Et tout le monde doit présenter la gourde. Il y a des mecs qui passent dans les rangs pour checker que tu effectivement ta gourde, pour être sûr que tout le monde ait son matériel. Et si t'as pas ton matériel, si t'as perdu un truc, tu dois le repayer. Et en gros, là, il nous avait ordonné de faire le contrôle matériel en chambre, parce qu'il était conscient qu'on avait une semaine en enfer, et du coup, il a dit, ok, je vais la jouer cool, je vais vous faire le contrôle matériel en chambre. Mais vu qu'il a vu qu'on a foutu la merde pendant ce temps, il s'est senti vraiment, enfin, pris pour un con. Donc il nous allume. Et à un moment donné, il dit, mais moi, j'avais pas conscience complètement de ça, tu vois, j'avais pas conscience qu'il avait vu ça comme quelque chose de, comme un potentiel bizutage. Et à un moment donné, il dit, vous mériteriez qu'on vous fasse à tous la même chose le samedi matin, qu'on vous attache au lit. Il nous dit ça, tu vois. Et moi, ça m'a fait sourire. Genre, j'ai souri. J'étais au premier rang. J'ai souri parce que j'ai imaginé toute la section samedi matin attachée comme ça. J'étais encore un peu dans l'euphorie. Le mec, il s'est approché de moi. Il s'est approché de mon visage. Il a limite collé ses lèvres aux miennes. Il m'a regardé comme ça avec ses petits yeux viciés. Il fait, vous savez, je suis petit, mais je frappe fort. Hein. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, il a dit ça. En fait, il a dit ça à quelqu'un d'autre, je crois, juste avant. Peut-être que je mélange un peu. Ce qu'il m'a dit, c'est... Oui, il m'a dit, vous, la prochaine fois que vous souriez, c'est un kick qui part dans votre gueule. Ensuite, il me fait, c'est compris? Je fais, compris. Il me fait, c'est compris? Je fais, compris. Et il gueule, c'est compris. Mais genre, collé à lui. Je me suis fait arroser, comme je suis en train d'arroser mon micro, je me suis fait arroser de postillons. Et je fais, compris. Et ensuite, il fait... bon, bref, il nous reprend tous, enfin, il nous engueule tous un bon coup, tu vois, et il explique que ceux qui ont fait ça doivent se dénoncer à travers un 6.5, un formulaire militaire. Et du coup, on s'est dénoncé. On a présenté nos excuses à la compagnie entière. Entre-temps, bah, le mec qui était attaché, il lui a dit que c'était pas du bizutage, il lui a dit que c'était bon enfant. Du coup, au final, la seule chose qu'on a dû faire avec Pacheco et l'autre mec, c'est présenter nos excuses à la compagnie entière. Mais c'était quand même quelque chose. C'est comme ça que s'est achevé cette semaine de spécialisation Panzerfaust. Ensuite, ben voilà, quelques semaines entre semaine 8, donc ça c'était genre semaine 8 et 9. Ensuite, semaine 10. Ah oui, mais en fait, je t'avais teasé avec l'histoire de la tentative de mutilation. J'ai fait une tentative de mutilation à l'armée. Je t'explique rapidement comment c'était. Bon, une tentative, la mutilation, selon le code pénal militaire, c'est celui qui, enfin si je me souviens bien, parce que j'ai pas l'article sous les yeux, mais je l'ai à peu près en tête, celui qui par une mutilation ou par tout autre procédé se sera rendu incapable d'effectuer son service, incapable de combattre, inapte au combat, est puni de, je crois que ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et c'est même peine pour celui qui mutile quelqu'un d'autre, même avec le consentement de la personne. Genre en gros, si ton pote il te dit coupe-moi la main, comme ça je vais pas sur le champ de bataille, ben lui comme toi, vous êtes passible jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et en fait, j'ai fait une tentative de mutilation avec Pacheco. Putain, on était le binôme. Pendant la semaine Panzerfaust, justement, l'appointé chef, celui qui nous a fait courir, faire les allers-retours avec l'arbre, lui, il nous appelait le binôme de choc. Sur la fin de la l'HPS, ce qui est marrant du coup, c'est que c'est même devenu notre pote, parce qu'à chaque fois, il nous voyait faire les cons, au bout d'un moment, on le faisait même marrer, et puis il nous a même protégé contre un autre appointé-chef, qui cet appointé-chef-là, on le détestait, et il nous protégeait même contre lui, tu vois, donc c'était assez marrant. Enfin bref, un jour, Pacheco, semaine 10 ou 11, un truc comme ça, il arrive vers moi et il me montre, alors qu'on était dehors, tu vois, ben on était quasiment toujours, enfin en vrai on est toujours dehors, tu vois, on était dehors, et il me montre que sur sa main, au milieu de sa main, il a un petit point noir qui est entouré d'une rougeur, tu vois, et il me dit, mec, je me suis fait piquer par une tique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les règles sanitaires, à l'armée, il y a une des règles qui dit que
Si tu te fais piquer par une tique, il faut immédiatement que tu t'annonces et que tu partes à l'infirmerie. Parce que les tiques, certaines tiques, transportent une bactérie qui te transmet la maladie de Lyme. C'est une maladie qui est hyper dangereuse. Je sais plus exactement ce que c'est, mais ça peut être bien dangereux, tu vois. Et du coup, si tu te fais piquer par une tique, il faut absolument que tu ailles te rendre à l'infirmerie. Donc je vois le truc et je fais ah ouais putain ça a l'air d'être une tête de tique, genre le corps il a été arraché mais la tête est encore dedans. Si tu veux pas que ça s'infecte et que tu attrapes la maladie, il faut que tu annonces ça rapidement à un apprenti chef et que tu ailles te faire soigner. Donc Pacheco, genre, va s'annoncer à l'apprenti chef, l'apprenti chef regarde sa main et il fait ok partez à l'infirmerie. Donc Pacheco se détache de la section, va prendre une douche parce que tu dois te doucher avant d'aller voir le médecin, va prendre une douche, va voir le médecin, attend que le médecin soit disponible et il revient dans la section 3-4 heures plus tard. Et en réalité, ben, c'était pas une tique, mais il s'était enfoncé une espèce d'épine, et puis ça, c'était un peu rouge, quoi. Et quand il est revenu dans la section, bah, il dit mort de rire, il me fait, mec, c'était une épine et tout, genre, le médecin, il s'est marré. Et là, on est là, mais, enfin, bref, on rigole, et ça nous a mis l'idée, enfin, on a eu l'idée, du coup, d'utiliser les tiques comme joker pour se faire détacher du reste de la section en moment critique. On s'est dit, mec, imagine, il y a une marche. Juste avant la marche, tu dis que tu as une tique. Bah, tout le monde part pour la marche parce qu'on va pas t'attendre pendant que tu as ton rendez-vous chez le médecin. Et toi, tu vas chez le médecin, tout le monde marche. Et ensuite, tu rejoins le reste de la compagnie en duro, en véhicule. Donc, tu vas éviter la marche si tu te fais choper par une tique. Donc, il faut absolument qu'on récolte des tiques. Et la stratégie de chasse des tiques, les tiques, je sais pas si tu vois ce que c'est. Hein. J'imagine que tu vois, c'est des arachnides. Et ils chillent en gros sur les brins d'herbe ou sur les arbres. Et en gros, ils ont un organe qui leur permet de détecter les sources de chaleur, de CO2 et de substances biochimiques, en gros de mammifères à sang chaud ou d'animaux à sang chaud de manière générale. Et donc, quand ils détectent un truc comme ça, ben, elles se mettent au sommet de leur brin d'herbe et elles agitent leurs pattes comme ça et elles s'accrochent à toi. Et quand elles s'accrochent à toi, elles enfoncent leur dard, enfin leur bouche dans toi et elles sucent ton sang. En gros, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'elles font. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on était dans les hautes herbes, on était tout le temps dehors, on a retroussé nos pantalons. Et on a marché dans les hautes herbes. Et en marchant dans les hautes herbes, on a même pas eu besoin de faire 10 mètres. En vrai, on a fait genre 3 mètres, on a tourné en rond pendant genre, allez, 5 secondes. On regarde nos pieds et genre sur nos poils, on avait des tiques, en gros. Dans une petite poche ici, de ton uniforme, t'as tes bouchons protège-ouïe. En gros, t'ouvres la petite poche, t'as une petite boîte comme ça dans laquelle il y a les bouchons protège-ouïe. Et donc, on ouvre la petite poche, on enlève les bouchons et on met les tiques, on met certaines tiques dans les bouchons protège-ouïe. Le soir, quand on arrive en caserne, on a essayé de vendre les tiques. Enfin, en vrai, on n'a pas vraiment essayé de les vendre. En vrai, ce qui se passait, c'est qu'on avait des tiques, tu vois, on en a un peu parlé. Et du coup, t'as des mecs qui étaient là, qui disaient, pro, faites ça et tout. On dit, ouais, c'est pour sortir de la section en moment critique et tout. Et on a essayé d'en vendre quelques-unes, on n'a pas réussi. Et au bout d'un moment, bah, on se dit, ok, bah, on va se mettre les tiques. On n'était pas conscient des dangers de la maladie de Lyme. On se dit, on va se mettre les tiques sur nous. On va les laisser grandir. Et si demain matin, il y a une marche, ou si un de ces jours, il y a une marche, bah, on va s'annoncer juste avant la marche. Donc, on libère nos tiques, genre, on libère les tiques sur notre bras. Et on a passé, genre, 15-20 minutes à essayer de se faire piquer par les tiques. Mais ces connasses, elles se baladaient, elles rentraient pas dans nous. Et puis, au final, on s'est pas fait piquer. C'est pour ça que c'est une tentative de mutilation. Mutilation, c'est par une mutilation ou tout autre procédé, en gros. Donc, te rendre inapte volontairement te laisser te laisser te faire piquer par une tique, bah ça fait passer c'est tout autre procédé. Donc tu tombes sous l'article. Je sais plus le nom de cet article, mais bref, tu tombes pour mutilation. Voilà, bah c'est le genre de petites histoires qu'on a vécu cette semaine de Panzerfaust. C'était vraiment littéralement la pire semaine de ma vie parce que maintenant je me souviens, on a eu une semaine de survie plus tard. Où en gros, voilà, tu fais une marche de 50 km, à l'issue de laquelle tu passes une semaine en extérieur à faire divers exercices, tu manges très très peu. Et un matin, on nous avait donné, je me souviens, ça faisait genre un jour ou deux qu'on n'avait pas mangé, parce qu'on te donne quand même à manger en semaine de survie, on te donne des boîtes de conserve, c'est juste que c'est ultra restreint. Un matin, on s'est levé, et ils nous ont donné genre des petits sacs plastiques avec genre un petit peu de farine à l'intérieur. Et en gros, ce qu'on a dû faire, c'était mélanger la farine avec de l'eau, creuser des trous dans la terre mouillée avec notre pelle, réussir à allumer des petits feux. Et ensuite, tu fais une galette avec la farine et l'eau que tu poses sur ta pelle qui est à moitié pleine de terre et tu mets ta pelle au-dessus du feu et tu te cuis ton pain à la terre et à la farine. Enfin, tu te cuis farine, terre, eau et tu manges ça et c'est trop bon. C'est trop bon. C'est un super bon souvenir de cette semaine de survie parce que bah, t'es heureux, tu vois. Tu t'es fait ton propre pain. C'est dégueulasse. Enfin, c'est même pas dégueulasse. En vrai, t'es content de te mettre un truc dans l'estomac. Donc, c'était, bref, assez bon souvenir. Ensuite, semaine, je crois que c'est à partir de la semaine 12, si je me trompe pas. Ou semaine 14, bref, je sais plus exactement, tu te fais amener à Longrin, c'est en gros une place de tir, c'est un endroit dans les Alpes suisses où en gros c'est la guerre, en gros c'est un immense terrain qui est complètement réservé à l'armée,
où tu peux tirer à la grenade, tu tires à balles réelles, tu tires au lance-roquette à balles réelles, le lance-grenade, et tu fais tout péter, la nature perd complètement ses droits là-bas. Et là-bas, tu fais plein d'exercices où en gros, tu as les GMTF. Oh putain, les GMTF. Alors en gros, les GMTF, c'est le véhicule de la mort. C'est comme un camion, c'est comme un Duro, un espèce de petit camion, dans lequel tu peux avoir, il me semble, 8 types à l'arrière. Tu as un mec qui est sur la tourelle, c'est-à-dire en fait, il est à l'intérieur, il a un écran HD parce que tu as des caméras HD qui sont réparties tout autour à 360 degrés du véhicule. Lui, il est à l'intérieur, il voit son écran HD, donc il a une vision 360 et il contrôle la tourelle 12.7 qui est au sommet du véhicule. Et il a un joystick et le mec il joue à Call of. Genre le mec il a plusieurs options, il a genre visée thermique, il a visée automatique, donc il peut mettre visée thermique et du coup il voit à 360 degrés en thermique, donc t'es dans la neige par exemple, ou t'es même pas dans la neige mais il voit les sources de chaleur, donc il te spot, même si t'es derrière un buisson, lui il voit ta chaleur à travers le buisson. Et il a le mode automatique, c'est-à-dire que la tourelle, elle te vise directement, tu vois. Donc nous, et en plus, tu as de la mine explosive sur la 12.7. Je crois que la mine explosive est interdite par la Convention de Genève contre la troupe, si je me trompe pas. Par exemple, le lance-roquette, t'as pas le droit de tirer j'allais dire au RPG. T'as pas le droit de tirer au Panzerfaust contre des ennemis. C'est interdit par la Convention de Genève. Tu tires seulement sur des véhicules ou des bâtiments. Et la 12.7, je sais pas si la mine explosive, t'as le droit de l'utiliser contre des personnes, mais en gros, même s'il met de la mine normale, 12.7, c'est 1,2 mm, les balles sont longues comme ça. En gros, toi, t'es là avec ton lance-roquette, tu dois ajuster le truc, t'as même pas un système de verrouillage. Tu t'espères le toucher, le mec, il a vision thermique 360 degrés, il appuie sur un bouton, la tourelle, elle fait... Mais il t'allume en 2 secondes, quoi. Enfin bref, quand on est rentré dans ces GMTF à Longrin, je me souviens, je m'étais dit, mais putain, vraiment, tu vas faire Panzerfaust, genre tu vas partir en engagement avec ton petit lance-roquette contre des véhicules, enfin contre de la technologie pareille, mais tu pars à la mort, tu pars à l'abattoir. Et c'est une des raisons aussi qui m'a donné envie d'arrêter ce service militaire, parce que je me suis dit que dans l'hypothèse où la Suisse rentrait en engagement, on n'en sait jamais, on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, en 39-45, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse, les militaires suisses étaient en engagement, ils étaient tous aux frontières à établir des postes de contrôle. Et si il y avait une invasion par n'importe quelle, j'allais dire n'importe quelle équipe, par n'importe quelle armée, la Suisse elle serait en guerre. Tu vois, on est neutre. Par contre, on a quand même une armée pour se défendre. Bref, en gros, je me suis dit, mec, genre, t'as pas envie, genre, d'être lance-roquette en cas d'engagement. Franchement, si on rentre en guerre, j'aurais envie de discuter un petit peu avant, tu vois, de se demander si c'est la meilleure chose à faire, de participer un peu au processus de décision. Mais je pense pas qu'on m'aurait demandé mon avis en tant que soldat. On m'aurait simplement dit non, tu vas là-bas, tu surveilles cette route et tu te fais tuer. Et ça, c'est pas le genre de truc qui me chauffe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller servir mon pays à travers le service civil. Donc j'ai effectué un peu moins de 240 jours d'armée. Donc il me restait 60 jours d'armée, et vu que je passe en service civil, chaque jour d'armée tu le multiplies fois 1,5, donc 90 jours de service civil que je suis en train de faire maintenant dans une garderie. L'ambiance c'est très similaire à celle que je pouvais expérimenter en caserne militaire, c'est hyper drôle, je pourrais vous raconter plein d'histoires par rapport à ça, mais je vais m'arrêter maintenant parce que je sens que la vidéo commence à être un petit peu longue. Bon, alors voilà, t'as mes réseaux sociaux qui étaient affichés quelque part autour de moi pendant toute la durée de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, et puis pense à me lâcher un like si ça t'a plu, sincèrement ce serait ce qui me permettrait en fait de continuer à faire ce que j'aime le plus longtemps possible et de monter dans ce ranking. Et je te souhaite une excellente journée, excellente soirée. Je vais essayer de poster cette vidéo ce soir. Maintenant, il faut que je m'attaque au montage en mode vitesse éclair. Kalos, j'ai un code de réduction pour MyProtein aussi dans la description. Et passe une très très bonne fin de journée. Il me semble que j'ai plus ou moins tout dit. Et si j'ai une anecdote qui me reviendrait, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!